On va commencer. Déjà, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. On est ravis de vous accueillir du coup si nombreux, là, 70, comme je disais, qui sera consacré aujourd'hui à la mise à jour de notre Energy Outlook. On avait fait une première version, un premier webinaire au printemps. Et donc là, on vous propose cette mise à jour qui va se concentrer sur les mois à venir, donc l'hiver évidemment, et l'année 2025. L'Energy Outlook sera apparaître dans les jours qui viennent. C'est donc en exclusivité qu'on vous en présente les conclusions. L'objectif, et je l'ai dit, c'est de projeter dans les mois qui viennent. Donc moi, je suis Nicolas Leclerc, je suis l'un des cofondateurs d'Omnegy et je serai accompagné par Edouard, notre analyste des marchés en chef. On va Oui, essayer de tenir bonjour. toute cette présentation en 30 minutes, ce qui nous permettra d'avoir un deuxième temps d'environ 15 minutes pour répondre aux éventuelles questions. On vous invite à les poser dans le fil de conversation euh, de Teams. Et comme d'habitude, donc le webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de vous envoyer le lien de replay à l'issue de celui-ci, ainsi que la présentation et éventuellement les réponses aux questions sur lesquelles on n'aurait pas réussi à répondre en live. J'en ai du coup maintenant fini avec les détails pratiques et on va pouvoir rentrer dans le vif du propos. Et on commence par un scoop. On vient de passer l'été. Le scoop, c'est que on a battu dans la plupart des pays d'Europe le record de prix spot nul ou négatif. Donc ça, c'est vraiment un signal fort que le marché de l'énergie, finalement, après toutes les réformes envisagées au niveau européen, etc., se réforme en fait de lui-même par la pénétration des énergies renouvelables. Donc de plus en plus d'heures à prix spot nul ou négatif, ça veut dire que c'est des moments où la production fatale à prix nul ou à prix nul, du coup, enfin un coût de production nul, dépasse la flexibilité des actifs de production autres. On voit qu'en Espagne, par exemple, le nombre d'heures, donc ça s'arrête à hier, ce graphe-là, le nombre d'heures représente près de 10%, 10% déjà, enfin plus de 10% des heures de l'année. Donc ça devient vraiment quelque chose de significatif et c'est dans ce contexte-là qu'on souhaite vous projeter dans ce webinaire, c'est que globalement, vous allez voir que il y a beaucoup de tendances qui vont être expliquées par, en tout cas sur la partie électricité, par sa pénétration des renouvelables dans le mix. Le sommaire aujourd'hui, du coup, on va d'abord faire un rapide retour dans rapide vision dans le rétroviseur avec justement ce qui s'est passé dans cet été, hormis les prix spot nuls ou négatifs. Ensuite, on verra un petit peu les évolutions des fondamentaux qui ont sous-tendu ces évolutions de prix et on va essayer de se projeter dans l'avenir pour les 15 prochains mois pour ce qui est des fondamentaux de l'équilibre de l'offre et de la demande. On appliquera une vision aussi sur les différents drivers économiques qui agissent comme des forces de rappel ou de soutien. Et ça nous permettra de vous dresser quelques points de perspective pour justement essayer de conclure là-dessus. Edouard. Très bien. Donc, je vais prendre le relais pour cette rétrospective rapide sur les prix, comme on l'avait fait lors du premier webinaire. Donc, sur le gaz, en premier lieu, donc, on a identifié 3 périodes principales. La première, qu'on peut largement identifier avec une forte baisse des prix, en fait, de septembre 23 à mars 24, donc sur tout l'hiver, en fait, puisque celui-ci a été plutôt doux, avec peu de demandes et peu d'actualités également géopolitiques qui auraient pu faire rebondir les prix. Dans le deuxième temps, après l'hiver, donc pendant l'été, ce qui peut être contre-intuitif pour certains, mais on a plutôt eu une hausse, des prix, sur le gaz, principalement parce que là, il y a eu des activités assez fortes niveau géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Également des opérations de maintenance qui se sont pas forcément très bien déroulées en Norvège et l'Asie qui a eu, un rebond également de sa demande de GNL pendant l'été avec des vagues de chaleur assez fortes. Et maintenant, on est plutôt dans la troisième période, enfin, qui s'arrête donc à aujourd'hui, où là, il y a eu plus de volatilité, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. On a eu des opérations de maintenance en Norvège, mais qui sont plutôt bien passées. Par contre, on a le conflit au Moyen-Orient, selon les annonces, donc qui est venu perturber plus ou moins ces fondamentaux plutôt baissiers, on pourra dire, mais on va revenir dessus. Donc voilà, on va plutôt se projeter sur l'avenir. Donc l'idée, c'est pas de s'attarder trop sur le passé, mais quand même de faire un petit rappel. Même chose pour l'électricité, 3 tendances qui sont découpées de la même manière.
avec l'hiver passé, où pareil, les prix ont été plutôt très baissiers en électricité, de la même manière que pour le gaz, hein, ce qui est logique. On a également eu beaucoup de disponibilité nucléaire sur cette période, plus qu'en 2022, donc ce qui explique également largement cette baisse pour les prix, en tout cas sur le Cal plus 1. Sur la période 2, pendant l'été, on a eu un peu plus de nervosité, donc pareil comme pour le gaz, mais sauf qu'en électricité, ça s'est un peu plus stabilisé, ça n'a pas trop remonté. Mais on a eu plutôt des hausses sur les coûts du charbon et du CO2, donc ça a tendu les prix. Par contre, sur les prix spot, comme vous pouvez le voir et comme Nicolas l'a expliqué, les prix spot pendant l'été ont été très bas, bon pour la France, mais également les autres pays qui étaient présentés dans le premier graphique. Euh, Assez souvent proche de zéro ou alors négative, grâce à une production renouvelable très abondante, et de l'autre côté, une demande assez faible, ce qui explique aussi voilà, une partie de ces prix. Et sur la troisième période, donc qui va de juillet à aujourd'hui, là, les prix sont nouveau un peu stabilisés, ont été baissiers fin septembre, parce que le CO2 également s'est effondré, est tombé au plus bas depuis 6 mois. Et globalement aussi si on fait le tableau sur les exportations, la France sur 2024 a exporté 89 TWh d'électricité, ce qui est un chiffre qu'on n'espérait peut-être pas sur cette année-là, aussi élevé. Donc voilà pour ce qui est de l'historique sur les prix de l'électricité et du gaz. Rapidement sur les autres drivers, donc pétrole, le charbon et le CO2. Donc le pétrole, rapidement, très volatile, hein, si on regarde la courbe sur un an. Même si on a eu une baisse des prix dernièrement, suite plutôt aux mauvaises annonces économiques au niveau de la Chine, le ralentissement aussi peut-être en Europe et quelques incertitudes aux États-Unis, même si de l'autre côté, on a également le conflit au Moyen-Orient qui vient faire rebondir les prix, pardon, par-ci par-là. Sur le charbon, j'aurais pas beaucoup de commentaires à faire, à part que les prix bon, sont plutôt bas et en Europe, on s'expose de moins en moins à ce combustible. Donc c'est plutôt du côté de l'Asie qui a une plutôt forte demande. Et sur le CO2, alors le CO2 a plutôt eu tendance pendant de mars à juin, juillet à suivre les prix du gaz, ou en tout cas du charbon également, donc plutôt haussier. Par contre, après, il s'est plutôt rattaché aux annonces économiques qui étaient plutôt mauvaises, donc d'un point de vue de l'industrie et sur la consommation en général. Donc c'est pour ça qu'il a baissé et qu'il a atteint un point bas fin septembre, au plus bas depuis 6 mois. Voilà, donc le CO2 se raccroche selon l'actualité à plus ou moins soit des données énergétiques, soit des données économiques. Voilà. Pour ce qui est du passé. Maintenant, je Donc propose qu'on passe. ouais, Oui, vas-y, vas-y. on va maintenant faire un point sur les fondamentaux. Donc ce qu'on appelle fondamentaux, c'est finalement l'offre et la demande, ce qui vraiment normalement est le driver enfin le marqueur numéro un de l'évolution des prix. Et pour commencer cette partie-là, je vous propose un petit point de méthode qui est aussi un peu de la culture générale d'une certaine manière, mais vous verrez que par la suite, on va centrer l'analyse sur l'électricité sur la France, parce que les capacités d'interconnexion en électricité sont assez faibles avec les autres pays. Donc elles sont souvent saturées et impliquent des écarts de prix, que ce soit sur le spot, mais aussi sur les prix à terme, vous le verrez, de ce fait-là. Alors qu'en gaz, on va regarder plutôt à la maille européenne l'équilibre entre l'offre et la demande, parce que les capacités d'interconnexion sont beaucoup plus élevées qu'en électricité. 100% de la consommation de gaz, hein, hormis un peu de biométhane effectivement ces dernières années, 100% de la consommation de gaz est importée, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'électricité, on est même exportateur. Et je vous ai mis un petit peu là sur cette slide les équivalents en parc nucléaire de ces capacités d'importation. Donc en gaz, on est capable d'importer l'équivalent de 100 gigawatts rien que par les interconnexions pipe. Si on devait rajouter les terminaux méthaniers, on pourrait quasiment doubler la capacité, ou au moins 50%. Donc 100 gigawatts, c'est l'équivalent de 1,6 fois le parc nucléaire français. C'est juste pour vous donner un petit ordre de grandeur de ce que ça représente comme quantité d'énergie qui transite à nos frontières. Pour l'électricité, c'est beaucoup plus modeste, comme vous pouvez le constater. Il y a environ une vingtaine de gigawatts de capacité d'importation et d'exportation, sachant que la consommation moyenne française, c'est autour de 50-60. Donc il est évidemment hors de question de pouvoir couvrir l'intégralité de la consommation française avec des imports. De la même manière, on est rapidement limité à l'export lorsqu'on est en été avec une faible consommation et un parc disponible. C'est exactement ce dont on a fait face cet été, avec des prix en France qui sont tombés effectivement très bas et avec les capacités qui sont saturées vers les autres pays. Donc,
on centre l'analyse sur la France pour les fondamentaux, pour l'électricité, et sur l'Europe pour le gaz. Et donc on va commencer par le gaz. Très bien. Merci Nicolas. Je vous propose un rapide retour en arrière également sur les fondamentaux avant de projeter justement un peu dans le futur ce que pourraient devenir ces fondamentaux. Ça, ce sera la partie de Nicolas. Donc, pour les importations de gaz en Europe, bon, la fresque est toujours un peu la même. On se repose beaucoup sur la Norvège et le GNL, donc que vous avez en vert foncé et en bleu clair, si je puis dire. On voit juste simplement sur ce graphique que les flux en septembre 2024 ont été très faibles, à la fois parce qu'il y a eu des très grosses maintenances en Norvège sur l'infrastructure gazière qui ont duré tout le mois, et également en GNL, on en a acheté beaucoup moins au mois de septembre. Bon, d'un côté parce qu'on avait des stockages assez élevés, ils sont tombés au plus bas depuis 2021. Enfin, le niveau d'importation de GNL en septembre 2024, pardon, est tombé au plus bas depuis 2021. Et donc, c'est le GNL et la Norvège qui font le gros des importations européennes. Donc, c'est pas forcément un problème qu'on ait des niveaux d'importation un peu plus faibles que d'habitude, puisque si vous regardez à droite, au niveau de la consommation de gaz en Europe, bon, en Europe occidentale, mais qui comprend les principaux pays industriels de la zone UE, on voit que 2024, ça reste toujours très mesuré au niveau de la consommation par rapport au range qu'on a sur 2018-2022. On est à peu près dans la même ordre de grandeur qu'en 2023. Ça change pas beaucoup. Il y a eu un petit rebond en septembre, mais assez léger pour l'instant. On peut pas dégager de tendance vraisemblablement. Donc disons que l'équilibre entre l'offre et la demande est quand même largement obtenu aussi grâce à cette demande qui reste très faible. À présent, je vous propose juste un petit zoom sur le GNL en Europe, puisque c'est quand même la première source d'importation du continent. Donc pas grand-chose à dire à part que les flux sont plutôt stables, même s'ils ont eu tendance à baisser depuis le mois d'avril. On le voit en continu. Ils vont remonter bien sûr cet hiver. Le GNL, c'est presque la moitié quand même de la consommation européenne. On n'en est pas loin. C'est à peu près l'équivalent de ce que la Russie nous exportait avant en gaz quand leur pipeline tournait à plein régime. Euh, et petit point d'ailleurs, puisqu'on parle de la Russie, on se demande souvent encore quel est l'impact de la Russie en Europe. Est-ce qu'ils ont un rôle important toujours malgré le fait que Nord Stream 1, Yamal, etc. ne fonctionnent plus? Donc là, je vous ai présenté ce graphique qui est assez intéressant, je trouve, en fait, qui combine l'ensemble des flux russes, donc que vous avez sur les colonnes, bon, en petit. Et sur la courbe, vous avez la consommation en fait européenne de gaz. Sur les pointillés jaunes, en fait, ça représente le pourcentage que le gaz russe représente dans la consommation européenne. Donc on voit que c'est quand même pas non plus anodin. Bon, selon les mois, ça varie bien sûr, mais on est à peu près à 12% de la consommation européenne qui provient encore de Russie. Sachant qu'au 31 décembre 2024, il est possible que les flux transitant par l'Ukraine s'arrêtent. Ça représente à peu près 3% de la consommation européenne. Et il y a également une volonté de l'UE de se défaire peu à peu du GNL russe, puisqu'en mars 2025 seront interdits en Europe les transbordements de GNL russe en Europe pour des pays étrangers hors de la zone UE. Mais peu à peu, l'idée sera quand même de sanctionner également le gaz russe qui arrive tout simplement en Europe, que ce soit par bateau ou par pipeline. Bon, par pipeline, ça s'arrêtera par la force des choses, mais du coup, par GNL, ça pourrait également s'arrêter, en tout cas avant 2027. C'est la volonté de l'Europe. Donc voilà, ça, c'est des flux qui sont à risque et qu'il faudra potentiellement remplacer par du GNL, mais provenant d'autres pays. Donc potentiellement, ça pourrait tendre un peu le marché, sauf si ça se fait en douceur. Après, bien sûr, c'est aux institutions européennes de mettre ça en place au mieux pour les consommateurs. Mais voilà, je pense que ce point était quand même assez important pour voir aussi voilà, ce que la Russie représente encore aujourd'hui. Désormais, si on passe au stockage, donc là, clairement, c'est très positif puisqu'on a un taux de remplissage des stocks d'à peu près 95% aujourd'hui. On est au même niveau que l'année dernière, plus ou moins, pour un milieu de mois d'octobre. Donc évidemment, des stockages bien remplis avant l'hiver, bon, bah, ça annonce en général un hiver plutôt serein. En tout cas, même s'il fait un peu plus froid que d'habitude, on devrait avoir suffisamment de stock pour tenir, tout en prenant en compte le fait qu'on ait des flux qui restent stables, hein, bien sûr. Donc ça, c'est également quelque chose à voir, notamment du côté de la Russie. Et donc l'idée clé pour 2025, bah, c'est quand même de réussir à maintenir des stocks à un niveau assez élevé pendant tout l'hiver, pour qu'il n'y ait pas non plus un besoin trop fort de les remplir à l'été prochain, puisqu'évidemment, le marché du gaz reste toujours tendu pour l'instant, avec les éléments que je vous ai exposés, et ceux qu'on va encore continuer de vous exposer.
Donc voilà, il y a un enjeu assez important sur ces stocks, donc on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une vague de froid qui dure trop, en tout cas cet hiver. Ça irait pas en faveur des consommateurs ni du marché européen sur le gaz. Donc là, on vous propose un petit scénario, un petit exercice de projection dans le futur où on a essayé comme ça vous pouvez voir un petit peu les capacités on est capable de déployer côté Omnegy, de projection justement. Donc là, c'est un scénario un petit peu central sur finalement ce que peuvent être les approvisionnements et ensuite derrière on verra la demande en prolongeant les grandes tendances passées, plus en intégrant les informations qu'on a déjà sur la table. Donc notamment par exemple pour la Russie, vous voyez qu'à partir du 1er janvier 2025, on considère que la Russie ne livre plus à travers l'Ukraine. On prolonge les tendances sur la production domestique, la production de la Norvège, qui a priori devrait maintenir sa capacité de production et d'exportation vers l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et pareil sur l'Afrique du Nord et l'Azerbaïdjan. Sur les pays considérés, ça répond aussi à une des questions précédentes, si je dis pas de bêtises. Vous voyez un peu les différents pays qui sont considérés dans cette étude-là, c'est-à-dire que vous avez tous les pays d'Europe, hormis euh, les pays d'ex-Yougoslavie, enfin il y a quand même la Croatie qui est intégrée, et le UK est aussi dedans. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la projection des approvisionnements, en passant à la demande maintenant. Sur la slide suivante. Alors, Oui, pardon. ouais. L'analyse prend en compte une position neutre sur les stockages. C'était le dernier petit texte qui s'est affiché en bas. L'objectif étant de dire que les stockages, c'est pas l'élément de sortie du scénario, c'est pas la variable d'ajustement. Il faut pas que les stockages soient une variable d'ajustement. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de définir quel est le niveau de GNL dont on a besoin pour couvrir ces scénarios. Et donc sur la demande, ce qu'on fait, c'est qu'on projette les exports, on considère une production d'électricité à partir de gaz qui est relativement conforme à ce qu'on a connu ces derniers mois, sachant que c'est conservateur étant donné ce qu'on a dit tout à l'heure sur la pénétration des énergies renouvelables. L'industrie reprend légèrement et sur la consommation de la distribution, donc les réseaux de distribution, c'est principalement du résidentiel et du tertiaire. On fait des scénarios à plus ou moins 10% par rapport à l'atterrissage de 2023. Et à l'issue du coup de ces scénarios, on obtient le besoin en GNL du continent. Donc c'est vraiment une projection, une modélisation assez simple entre guillemets de ce que peut être l'équilibre offre-demande, mais ça donne une bonne indication, c'est qu'on va avoir besoin de plus de GNL l'année prochaine que ce qu'on a aujourd'hui, et voire même plus de GNL que ce qu'on n'a jamais importé jusqu'à présent. Donc là, c'est plus 20% par rapport à ce qu'on apporte aujourd'hui, sachant que le GNL, évidemment, ça représente une dépendance, même si on avait une dépendance au gaz russe, on a une dépendance maintenant qui s'accroît vis-à-vis du GNL qui est importé d'ailleurs. Le GNL, il est principalement importé du Qatar, des US, euh, pour ce qui est de l'Europe, mais du coup, l'Australie étant un très gros producteur, elle a un impact assez fort sur ce marché mondial. La compétition, elle se fait avec l'Asie, qui est un énorme consommateur de GNL aussi. C'était le cas avant, il y avait déjà cet aspect de compétition. D'ailleurs, on a sorti l'Asie du marché pendant la crise de 2022 pour pouvoir importer à tout prix, entre guillemets, et c'est pour ça que les prix en Europe ont flambé à des niveaux sans précédent. Euh, Malheureusement, notre sensibilité des prix sur les marchés de gros va s'accroître. La sensibilité aux aléas qu'il pourrait y avoir sur ce type de production, hein. Donc, vous avez peut-être en tête des épisodes, notamment d'ouragans aux US, dans le golfe du Mexique, qui rendent les installations de liquéfaction hors service, ou notamment en Australie. Bon, bah ça a un impact direct sur les prix en Europe maintenant, ce qui était moins le cas avant. Et par ailleurs, du coup, on a effectivement une sensibilité géopolitique qui se déplace. Alors, elle est moins liée à la Russie, mais elle est maintenant plus liée aux US ou au Qatar. L'Australie, évidemment, j'en parlais, mais les US, par exemple, ont mentionné récemment le fait que potentiellement ils pourraient arrêter d'exporter du GNL. Si jamais ils enterraient une décision de ce type-là, ce sera un impact assez fort sur l'équilibre entre l'offre et la demande. Et donc du coup, dans cette même veine, peut-être le point d'orgue sur la partie sur le gaz, où on fait également là quelques projections à plus ou moins long terme. Donc là, ce graphique-là, c'est plutôt sur le court terme pour tout ce qui va être exportation, mais comprendre aussi derrière demande de GNL. Euh, donc d'un côté, on part de 2023. On a eu à peu près 537 milliards de mètres cubes d'exportation de GNL.
Et pour 2025, normalement, on devrait avoir un certain nombre de projets que vous avez dans la deuxième colonne, donc qui sont en Afrique, en Russie et principalement en Amérique du Nord, qui devaient voir le jour, donc avec des capacités supplémentaires pour exporter, ce qui aurait dû permettre d'avoir une forte hausse des exportations de GNL en 2025. Sauf qu'il y a eu quelques déboires sur des projets, notamment aux États-Unis, avec des retards sur des projets qui auraient dû voir le jour en 2025, justement, et commencer à exporter en 2025, mais ça a été décalé à 2026. Donc on va perdre un peu de capacité. Pareil en Russie, qui est sous la coupe de sanctions internationales et qui va avoir du mal à démarrer son projet Arctique LNG2 et en fait à trouver les bateaux nécessaires et en fait toute l'infrastructure, enfin toute la chaîne de valeur pour liquéfier le gaz et l'acheminer jusqu'à des clients. Vraisemblablement, ça va pas être possible pour l'année prochaine. Peut-être même qu'ils y arriveront jamais. Et donc finalement, les exportations de GNL pour l'année prochaine seront revues à la baisse. Donc nécessairement, la demande en fait devra aussi s'ajuster par rapport à cette contrainte, qu'il y aura un peu moins de disponibilité de GNL sur le marché. Et donc si on extrapole et qu'on se projette également dans les années suivantes, sur ce graphique-là, donc il y a pas mal d'informations. En fait, vous avez dans la première partie, donc sur l'historique, sur les colonnes en sombre, en fait, c'est les capacités de liquéfaction. Donc théoriquement, si elles fonctionnaient à 100% du temps toute l'année, dans le monde entier, on pourrait exporter tant. Sauf que dans les faits, bien sûr, elles marchent jamais entièrement à 100%. Donc ce qui est matérialisé par la colonne bleue, en fait, qui est les exportations vraiment réalisées. Et sur ce graphique, vous avez également cette courbe jaune qui représente en fait la différence entre justement ces capacités d'exportation à 100% et les exportations réalisées. Et ça permet de voir en fait quand est-ce que le marché se tend ou pas, ou se détend. Donc plus on est élevé, plus ça veut dire que il y a de la marge. Et plus on est à des niveaux bas, comme par exemple ce qu'on pressent pour 2024, plus ça implique en fait une tension sur le marché, dans le sens où il y a beaucoup de demandes, donc beaucoup d'exportations, et les installations de liquéfaction et d'exportation tournent quasiment au maximum de leur capacité. Et donc on voit au fur et à mesure, si on se projette à 2030, en fait il y aura beaucoup plus de projets de liquéfaction qui vont entrer en service, notamment à partir de 2026. Et que donc, du coup, en fait, ces capacités supplémentaires, elles vont surpasser la hausse annuelle de la demande. Donc simplement, en fait, il y aura beaucoup plus de GNL sur le marché. Donc potentiellement, ça réduira la compétition, par exemple, entre l'Asie et l'Europe, parce qu'il y aura plus de disponibilité un peu partout de ces nouveaux terminaux, ce qui serait une bonne chose donc pour les prix également. Voilà, Nicolas, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur cette Non, partie. non, c'est vraiment le point fondamental, Ouais. c'est que on a un surplus d'offres. L'offre va grandir plus vite que la demande, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure sur le scénario d'importation en Europe. Donc, on va importer plus de GNL en Europe certainement l'année prochaine que ce qu'on a importé cette année. Mais néanmoins, il y a tellement de capacités qui arrivent en service l'année prochaine que finalement, le marché au global du GNL va être un peu mieux approvisionné que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et donc, globalement, ça devrait être plutôt positif sur les prix. Hormis, évidemment, ça reste quand même à des niveaux qui sont assez bas. Donc, le moindre petit aléa pourrait dans tous les cas créer des tensions. Mais globalement, ça va être normalement un peu plus confortable que cette année. Donc, normalement, on devrait être un peu moins sensible à tous les risques, que ce soit géopolitiques ou aléas. Très bien. Désormais, comme on a fait le tour sur le gaz, je vous propose de passer à l'électricité, qui est également un point important. Donc, de la même manière, on va aussi regarder un petit peu les fondamentaux. Donc, ici, du côté de la production, donc pareil sur l'année et demie passée. Donc, on voit deux choses, peut-être même trois principalement. La première, ça va être au niveau du fossile que vous avez tout en haut dans la partie sombre. On voit qu'il y a eu de moins en moins de production fossile sur 2024, parce que la bande se réduit par rapport à 2023. On a produit seulement, pardon, 3,5% de l'électricité en France en 2024 avec du fossile, ce qui est un record, disons, de faiblesse de la production fossile. Alors qu'à l'inverse, sur le renouvelable, il y a eu une forte hausse de la production, puisqu'en France, on a quasiment réussi à produire 30% de notre électricité avec du renouvelable. Et globalement, en Europe, on voit un peu la même tendance partout, c'est des records de production renouvelable dans tous les pays.
Et on a également la chance aussi sur le nucléaire d'avoir une reprise à la hausse de la production. On le voit quand même par rapport à 2023, pardon, que les niveaux de production nucléaire, bon, qu'on a intitulé bas carbone, mais globalement c'est que du nucléaire, euh, qui sont repartis en hausse. Et ce qui a permis à la France donc d'exporter beaucoup plus d'électricité aussi qu'en 2023. On le voit ici au niveau des importations nettes, mais du coup qui sont en négatif parce que c'est des exportations. Mais c'est comme ça qu'on a l'habitude de le présenter. Donc plutôt un paysage également favorable d'un point de vue de l'offre sur l'électricité. D'ailleurs, en faisant un petit zoom ici sur le nucléaire, vous voyez peut-être mieux, on voit clairement que EDF a bien réussi à faire revenir sa disponibilité moyenne par mois sur 2024 dans la moyenne haute du range qu'on a présenté ici sur 2018-2021. D'ailleurs, EDF a relevé sa cible de production pour 2024. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, qui était initialement entre 315 et 345 TWh, mais désormais on serait plutôt à 340-360 TWh sur 2024, donc ça fait quand même une grosse différence. Et c'est aussi pour ça qu'on a réussi en France à avoir des prix qui sont quand même assez bas sur les marchés à terme. On se rapproche plus de l'Espagne, par exemple, qu'on est proche de l'Allemagne actuellement sur les marchés, grâce aussi à cette situation favorable qui combine à la fois, on va dire, beaucoup de renouvelables et beaucoup de nucléaire, avec peu de fossiles. Donc du coup, ça c'est plutôt un élément très favorable. Et donc pour continuer, sur la demande, donc je vais montrer deux graphiques en même temps parce que c'est plus ou moins la même chose. À gauche, vous avez les principaux pays européens au niveau de leur consommation et à droite, simplement la France. Donc comme pour le gaz, on voit que clairement, on est vraiment très bas au niveau de la consommation sur 2024. À peu près pareil qu'en 2023, en fait, ça dévie pas trop. Euh, donc globalement, une consommation européenne qui en recule de 5 à 10% par rapport à ses niveaux habituels. Donc c'est quand même assez significatif. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, bien sûr. Un ralentissement économique, des indicateurs pardon, manufacturiers plutôt en berne. Euh, donc ça va être les principaux facteurs, peut-être des prix encore élevés sur certains contrats qui auraient été signés en 2022, qui empêchent certains industriels ou consommateurs de vraiment relancer leur consommation. Et en France, on a plus ou moins la même chose. Il y a aussi un effet température hein, qui est à prendre en compte, bien sûr, puisqu'il a fait plutôt doux toute l'année. Pour l'instant, c'est encore le cas, on verra cet hiver. Mais voilà, globalement, très peu de conso et beaucoup de production. Donc forcément, entre les deux, des exportations records, ce qui implique un prix pour la France qui vraiment n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu, par exemple, en 2022. On est vite revenu à des niveaux assez compétitifs, si je puis dire, sur le marché actuellement, si on compare par rapport aux autres pays européens. Et désormais, si on se projette un petit peu aussi dans le futur, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur marché de l'électricité, alors aussi bien en France qu'en Europe, d'un point de vue des capacités de production? Donc à gauche, vous avez des prévisions de hausse des installations renouvelables, donc en gigawatts. Donc il y a un objectif européen pour 2030 d'atteindre à peu près 1290 gigawatts de capacité renouvelable. Et sur le graphique, ça vous présente plutôt une trajectoire un peu plus conservatrice, moins ambitieuse, donc plus réaliste, du coup, de la hausse des capacités renouvelables, mais du coup, qui va quand même être assez forte. Donc, on aura quand même une hausse, enfin, une croissance assez élevée chaque année des installations. Donc, on peut aussi présumer derrière qu'on aura peut-être de plus en plus souvent des records chaque année de production d'énergie renouvelable, donc peut-être de plus en plus de prix spot également à prix très faible, voire négatif. Donc ça, c'est plutôt un Je me élément permets positif. juste, Ouais, en vas-y. 2023, vous voyez que la capacité installée en renouvelable est de l'ordre de 600 gigawatts, elle sera plus de 1200 en 2030, ça veut dire que en 7 ans, on va multiplier par 2 les capacités, l'offre, et ça, c'est fondamentalement extrêmement impactant. On est déjà dans une surcapacité à la maille européenne du fait de la baisse de consommation, ça va s'amplifier si la consommation repart pas. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que pour les prévisions à très long terme, alors si je fais une petite parenthèse, la consommation devrait quand même augmenter, mais donc bien au-delà de 2030, puisqu'il y aura de plus en plus d'usages liés à l'électricité, mais pour l'instant, c'est pas du tout une tendance qu'on peut remarquer sur le marché. D'ailleurs, on le voit également sur le graphique de droite, où vous avez tout en haut la consommation en France, qui est plutôt décroissante hein, depuis plusieurs années, hein, depuis 2020-2021. Bon, il y a eu le Covid, certes, mais depuis, on voit quand même qu'on est en ralentissement. Alors que sur le long terme, on devrait plutôt être en croissance au niveau de la consommation. Et deuxième chose également qui est importante à noter sur ce graphique,
Vous avez en dessous, en jaune foncé, ce qu'on va appeler la consommation résiduelle. Donc c'est la consommation en fait totale à laquelle on va soustraire en fait la production d'ENR, donc enfin la consommation avec les énergies renouvelables pardon, non pilotables. Et en fait, on voit que du coup cette consommation soustraite du renouvelable est inférieure à la production nucléaire française. Donc en fait, ça signifie simplement qu'en fait, avec renouvelable et nucléaire, on a réussi en 2024 à être, enfin non, c'est 2023 pardon, mais 2024 sera plus ou moins la même chose, à être largement excédentaire, donc d'avoir beaucoup moins besoin de fossiles, et ça va peut-être s'amplifier dans les quelques années qui suivent, puisqu'on aura plus de nucléaire également dans les 2-3 années à venir, et également plus de renouvelables. Donc voilà, ça fait un lien avec tout le discours qu'on tient sur les prix spot qui seront plutôt faibles, et le fossile en fait qui est de plus en plus poussé à la marge, voire qui sera quasiment enfin, il y aura très peu besoin de fossiles, à part peut-être pendant des vagues de froid exceptionnelles, à mesure qu'on installe des nouvelles capacités renouvelables et que le nucléaire reprend, on va dire, des couleurs de plus en plus. Je sais pas si tu voulais ajouter un commentaire, Non, Nicolas. c'est bon. Ok. Très bien. Ce qui nous amène donc à la dernière partie sur les perspectives. Donc là, on va un peu plus s'attarder sur les prix, donc ce qui fait un peu la conclusion de tout ça, de tout ce discours qu'on a tenu. Donc en premier lieu, sur le gaz, en fait, ici, vous avez les prix futurs cotés sur le marché, à la fois en Asie, en Europe et aux États-Unis, avec également un range avec le coût du gaz, en fait, pardon, le coût du charbon en bande grise, pour savoir en fait à quel moment est-ce qu'on va plutôt passer au gaz ou au charbon. Euh, donc plusieurs enseignements là-dessus. En courbe jaune, vous avez les prix futurs en Asie, donc qui sont largement en fait supérieurs à ceux en Europe. Donc c'est une courbe en fait qui date du 10 octobre, qui présente les prix à terme donc jusqu'à 2027, mois par mois. En dessous, vous avez le prix donc du TTF en Europe, donc qui est le principal index qu'on utilise pour acheter du GNL sur la place européenne. Donc ça, c'est un premier enseignement, c'est que l'Asie reste plus compétitive pour l'instant. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, ça va être le graphique bleu, la courbe bleue, pardon, qui présente en fait le coût du gaz aux États-Unis, prenant en compte la liquéfaction, le transport et la regazéification en Europe, et qui va en fait servir de seuil en dessous duquel normalement les prix du gaz en Europe ne pourraient pas descendre en dessous. Donc un peu comme le coût marginal fut un temps en électricité avec le gaz, le charbon. Donc là, on peut en déduire en fait que le prix du gaz en Europe pourrait difficilement descendre, en tout cas à la vue d'aujourd'hui, en dessous de 20 à 25 euros du mégawattheure, si on regarde ces coûts. Que voilà. Nicolas, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur. Non, non, mais on voit bien du coup. Alors, Sur- c'est les prix, c'est évidemment les prix futurs vus d'aujourd'hui, hein, même si le 10 octobre, c'est la Oui, semaine dernière, mais globalement, ça n'a pas beaucoup bougé entre-temps. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on voit qu'il y a un écart entre finalement le coût d'approvisionnement à partir de gaz américain en Europe, donc c'est la courbe bleu ciel, et notre prix sur le marché hollandais, hein, au TTF, qui est plus important là pour fin 2024, début 2025 que ce qu'il n'est en 2027. C'est-à-dire que le marché prend déjà en compte les bonnes nouvelles sur le fait qu'il va y avoir plus de production GNL mondiale et que du coup, la compétition va être plus forte enfin moins forte entre les différents acheteurs, et donc que le gaz en Europe pourra plus facilement converger vers le prix US. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La compétition est forte, et donc du coup, il y a un alignement plutôt avec ce que les Asiatiques sont prêts à payer. À noter que ce que les Asiatiques, donc le JKM, sont prêts à payer pour du gaz naturel liquéfié, c'est souvent assez proche d'un équivalent pétrole. C'est pour ça que vous avez la courbe violette qui est présenté, c'est que finalement, eux, ils vont produire de l'élec à partir de gaz ou à partir de fuel et de produits pétroliers, et donc ils vont alimenter, ils vont arbitrer entre les deux. Donc souvent, il y a une corrélation assez forte entre les deux, ou en tout cas des forces de rappel qui s'expriment à cet endroit-là. Donc ce qu'on a dit aussi, c'est que globalement, on voit hors aléa et crise géopolitique quand même une situation fondamentale qui est assez favorable sur le gaz à la maille monde. Donc, si les risques géopolitiques qui sont inclus aujourd'hui dans les prix pour les échéances assez courtes ne se matérialisent pas, il y a un potentiel de baisse qui est encore là. Voilà. ah oui, tout à fait. Et pour ajouter aussi, c'est vrai qu'en Asie, ils ont beaucoup de contrats de GNL qui sont aussi indexés sur les prix du pétrole.
Donc c'est aussi pour ça qu'on on va regarder cet indicateur. Et pardon. Deuxième graphique, donc plus ou moins similaire, mais qui est cette fois sur l'électricité. Donc là, pareil, on a une projection donc des prix futurs. Donc on a sélectionné la France, l'Allemagne et l'Espagne, où on voit donc que le prix, on va dire, de référence en Europe pour les prix bas futurs, ça va être l'Espagne que vous avez donc en jaune. Et on voit clairement qu'en France, si on regarde un peu l'évolution des prix mois par mois, donc jusqu'à à peu près septembre 2027, on converge assez souvent vers l'Espagne dans les périodes, disons, de forte production renouvelable, alors que pendant les périodes où éventuellement on est en hiver et il va faire froid, on va être plus proche des prix allemands sur les marchés à terme. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose également importante au-dessus, vous avez en fait les coûts des centrales à gaz et à charbon, donc des coûts futurs. Donc pareil, on utilise donc les prix futurs du charbon, les prix futurs du gaz pour calculer ces indicateurs avec le CO2, voilà. En prenant en compte également les rendements des centrales les plus efficaces et les moins efficaces. C'est pour ça qu'on a donc cette bande, ces bandes grisées. On voit quand même, et c'est assez spectaculaire même en Allemagne, que les prix à terme sont quand même en dessous de ces coûts. Sauf à quelques périodes dans l'année, qui sont en général liées à des périodes de froid ou en tout cas où il y a plus de demandes. Mais sinon globalement, les prix futurs en fait, dans ces 3 pays sont inférieurs, à ces coûts de production marginaux donc, à ces coûts marginaux pardon, de centrales thermiques. Donc ça, c'est évidemment lié au fait qu'il y a une nouvelle dynamique sur les renouvelables, en Europe, qui impacte fortement, en partie, en tout cas, ces prix futurs. En tout cas, à la vue qu'on a, d'aujourd'hui du marché, c'est un peu voilà, la sensibilité qu'on a sur les prix. Disons que si vous voulez, avant, parce que l'inversion s'est faite au printemps, là, avec le renouveau, enfin le- le mieux sur le nucléaire, plus la pénétration des énergies renouvelables. Donc ça s'est fait au printemps, pile à peu près au moment où on a fait notre premier webinaire sur Energy Outlook. Avant ça, vous aviez toujours les prix de l'électricité, notamment en Allemagne et en France, qui étaient supérieurs aux coûts de production à partir d'énergies fossiles. Donc soit supérieur aux deux, hein, que ce soit charbon et gaz, soit au supérieur au plus, celui qui est le plus bas des deux. Donc là, en l'occurrence, c'est le gaz, qui est un peu moins cher. Ça, c'était parce que le marché considérait qu'on avait besoin quasiment tout le temps de ces centrales, ces centrales flexibles fossiles pour couvrir le bilan. C'est beaucoup moins le cas maintenant, compte tenu de la pénétration du renouvelable et puis les meilleures performances sur le nucléaire. On a besoin de moins en moins de temps dans l'année, d'heures dans l'année, besoin de centrales fossiles pour couvrir l'équilibre offre-demande, et donc ça se retraduit bien dans les prix. Et l'Espagne, à ce titre-là, est en avance parce que, évidemment, péninsule ibérique, qui est relativement peu interconnectée avec le reste de l'Europe et qui a une grosse pénétration renouvelable plus qu'ailleurs, bénéficie à plein de ça. Voilà. Ouais, merci Nicolas. Donc en conclusion de tous les propos qu'on vient de vous tenir, bon, on retient que globalement, on a des fondamentaux qui sont en fait plutôt baissiers. Donc en premier lieu sur le gaz, pardon, je vous fais apparaître les principaux points. Parce que si on regarde sur l'équilibre pardon, offre-demande, bon, on voit quand même que la consommation reste assez faible en Europe et qu'elle devrait le demeurer en 2025. Et de toute manière, avec les objectifs UE de décarbonation, on va quand même consommer de moins en moins de gaz dans le futur, même si c'est un peu contre-intuitif qu'on construise des nouveaux terminaux de regazéification, alors qu'on va quand même consommer de moins en moins de gaz. Donc bon, il y a ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, sur la demande, c'est assez rassurant. Sur les flux également, il y a un peu plus de risques nécessairement, même si on voit quand même que sur le GNL, ça va quand même s'approvisionner, enfin, on va être de mieux en mieux approvisionné, pardon, sur les prochaines années. Par contre, potentiellement, 2025, ce sera encore une année où ce sera un peu compliqué peut-être, notamment avec les retards sur les projets dont je vous parlais, peut-être l'Asie également qui consommera plus de GNL. Donc une compétition qui va peut-être rester encore toujours forte en 2025 avant de s'atténuer peu à peu en 2026, 27, 28 et ainsi de suite. Euh, Également, bon, simplement sur les fondamentaux, donc comme je vous le disais, voilà, c'est plutôt rassurant. Il y a les stocks également qui sont bien remplis, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement, il faudra peut-être pas trop puiser dedans
pendant l'hiver, même si bon, on n'aura pas le choix s'il y a un hiver très froid et qu'il y a également des nouvelles nouvelles qui s'ajoutent à cela. Mais globalement, voilà, c'est plutôt baissier. Il y a simplement des événements géopolitiques qui peuvent encore venir fortement perturber le marché, notamment ce qui se passe pardon, au Proche-Orient, comme on l'a dit, puisque là-bas, vous avez quand même le Qatar qui est dans le top 3 des exportateurs mondiaux de GNL. Il couvre à peu près 10 à 12% du besoin en GNL de l'Europe, beaucoup plus pour l'Asie. Mais donc quand même, on voit que si entre l'Iran et Israël, ça dégénère, ça peut quand même causer des pics de prix à la fois en Asie, mais donc du coup qui se répercuteraient sur l'Europe, puisque comme on l'a vu avant sur le graphique, les prix se suivent quand même d'assez proches entre l'Asie et l'Europe pour acheminer du GNL. Et il y a également les élections américaines à court terme qui vont avoir leur importance, même si les deux candidats à la présidence sont plutôt pro-exportation de GNL, mais après, bon, à voir. Par rapport à ce qu'a dit Nicolas, en effet, l'administration Biden était plutôt frileuse à donner des licences pour des nouveaux projets d'exportation. Ils ont été gelés pour l'instant, donc il y a une petite incertitude encore sur ce sujet-là. Voilà pour ce qui est du gaz. Après, je sais pas, Nicolas, si tu voulais ajouter peut-être un commentaire sur Non. le gaz avant que je passe à l'électricité. Ok, très bien. Euh, pour l'électricité, quelque chose d'intéressant, on voit quand même que les prix de l'électricité ont quand même été plus robustes, ou en tout cas ont moins subi les hausses que pour le gaz. Il y a des fois, moi je constatais quand le marché du gaz montait, alors que l'électricité c'était plutôt baissier, alors qu'en général ça a plutôt tendance à aller de concert. Donc on voit quand même qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, en partie grâce aux renouvelables, ou en tout cas, on va dire ce socle bas carbone plus renouvelable qui devient de plus en plus important et qui en fait permet aussi au marché de l'électricité d'être moins en moins exposé aux aléas qui occurrent, en fait, qui ont lieu sur le marché des matières premières, qui est quand même le marché, on va dire, le plus sportif en général, si on prend en compte pétrole, gaz, charbon, c'est quand même assez volatile. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'électricité. Euh, je sais pas ce que je pourrais ajouter encore, à part le fait, bon, on a déjà dit beaucoup de choses, que les prix spot, du coup, sont de plus en plus négatifs, mais ça a aussi un impact sur les prix à terme, comme je vous le disais, qui restent pour la plupart du temps en dessous des coûts marginaux des centrales thermiques. L'Europe, on va vraiment se transformer enfin, vraiment en une force sur le renouvelable. On en aura donc de plus en plus, puisqu'on va presque voilà, doubler nos capacités à peu près en moins de 5 6 ans. Donc nécessairement, on devrait s'attendre à ce que les prix restent quand même assez faibles en Europe et beaucoup moins exposés à des aléas qui toucheraient le continent, des aléas géopolitiques notamment. On va peut-être beaucoup plus maîtriser en fait nos coûts sur la partie électricité qu'on ne le peut en gaz, et effectivement, puisqu'on importe quand même de plus en plus de gaz de l'étranger, puisque la production européenne décroît également fortement. Donc voilà pour le tableau. Et Nicolas, je te laisse ajouter peut-être un mot aussi Non, si non, besoin est. la conclusion est claire et dans tous les cas, vous l'avez effectivement dans la slide et vous l'aurez derrière par mail. Juste le point, si tu peux passer sur la slide suivante, on dit que les Oui, fondamentaux sont plutôt baissiers, mais globalement, ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que les marchés sont effectivement revenus à des niveaux qui sont proches des coûts de production. Avant, il y avait une décorrélation qui avait lieu parce qu'un gros déséquilibre entre l'offre et la demande. Maintenant qu'on est revenu à des niveaux qui sont plus proches des coûts, le potentiel de baisse est extrêmement limité. Alors que les risques à la hausse sont bien supérieurs à ce que ça ne pourrait baisser. Ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, on peut se dire qu'avec des fondamentaux baissiers, si tout se passe bien, les prix peuvent encore baisser de quelques pourcents, dizaines de pourcents, 10%, 15%. Donc ça peut être un gain que vous pourriez faire à attendre dans vos décisions. Par contre, à contrario, si jamais un risque se matérialise sur la production de GNL ou sur les centrales nucléaires, avec un risque générique tel qu'on a connu en 2022, ou un aléa géopolitique majeur, clairement les prix peuvent bondir de 100, 200%. Donc voilà, le risque à la hausse, il est bien supérieur aux espérances de gain à la baisse, et c'est bien quelque chose à avoir en tête dans ce contexte-là. Et je pense qu'on va finir là-dessus. On va essayer de prendre les différentes questions qu'il y a pu y avoir. J'ai commencé un petit peu à remonter le fil et je vais essayer de les passer une par une. Euh, Donc le marché sur le gaz, le marché anticipe, pour répondre à Monsieur Monté, le gaz, le marché anticipe bien la fin du transit en Ukraine au 31-12, hein, c'est ce qu'on voit sur les prix. Ça reste quelque chose d'assez mineur dans l'approvisionnement. Et par ailleurs, comme on l'a dit, hein, le marché du GNL étant plus approvisionné, ça permet quand même de gérer ça.
Euh, Bah, donc c'est vrai qu'il dans nos en fait, capacités vas-y, vas-y. d'importation, pour répondre à Monsieur Schweitzer, dans les capacités d'importation et le taux qu'on indique, c'est vraiment du GNL qui est ensuite regazéifié et injecté sur le réseau, hein. Donc on n'a pas dans les chiffres qui sont présentés dans la présentation ce qui passe simplement par nos ports et exporté ailleurs. Pardon Edouard, vas-y, tu voulais rajouter un truc? Non, c'était par rapport à l'Ukraine et la Russie. Non, pour dire qu'effectivement, c'était pris en compte, puisque il y a plutôt eu des annonces qui allaient dans ce sens de la part de l'Ukraine, qui souhaite absolument pas continuer à avoir un rapport économique avec la Russie sur ce plan-là. Donc, il semblerait enfin, on peut Dans tout- d'ores et dans, déjà se dire que c'est, oui, Dans tous les qui cas, vont pas perdurer. comme dans tout marché financier, hein, il faut considérer que les acteurs qui sont présents là-dessus ont des moyens colossaux pour faire des analyses. Il faut considérer que n'importe quelle information publique est déjà pricée dans les prix, contrairement à... Et il y a même des choses qui ne sont pas encore publiques qui sont déjà pricées dans les prix. Donc, enfin, vous n'avez pas il est impossible d'avoir de l'avance sur ce que sera le marché. Euh, Quelle part de consommation du gaz est climato-dépendante versus les usages process? Ce qu'on a vu là sur les scénarios, vous le verrez où je présente un peu les graphes mensuels. La part climato-sensible sur le gaz, elle est extrêmement importante, hein, parce que c'est un bon 2 tiers de la consommation européenne qui est liée au réseau de distribution, donc résidentiel tertiaire principalement. Euh, La production locale par méthanisation n'est pas incluse dans la présentation, c'est encore trop marginal à la maille européenne pour que ce soit inclus. Euh, la demande en général en Europe a été multipliée par 3 en 6 ans parce que principalement, effectivement, on s'est passé de notre principal fournisseur, ou le Partenaire. principal fournisseur s'est passé de nous. Et donc du coup, il a fallu remplacer ça, donc on a effectivement augmenté fortement les importations. La consommation de gaz est effectivement une mauvaise chose pour le climat, ça, il n'y a pas à en douter. Sur les renouvelables, on est plutôt en retard par rapport aux autres pays en termes de pénétration et de rythme d'installation en France. Ça s'explique aussi par le talent nucléaire qui fait que ça laisse pas beaucoup de place, entre guillemets, pour produire autre chose. Même si on voit de plus en plus Là, ce qui s'est passé cette année, hein, c'est que la production nucléaire s'adapte de plus en plus à ce qui est produit en électricité renouvelable, et donc module sa production, ce qui peut avoir d'autres sujets par ailleurs sur la technique des centrales, mais c'est un autre débat qu'on va pas aborder ici. Est-ce que ça aura un impact, la production nucléaire, sur le coefficient de bouclage? Alors non, ça n'a pas d'impact parce que le coefficient de bouclage, c'est vraiment un coefficient réglementaire qui est indépendant de la disponibilité réelle des centrales, qui est plus lié à une quantité de térawattheures qu'on veut allouer dans le cadre de l'AREN, donc ça n'aura aucun impact. Est-ce que vous avez une prédiction pour l'écrêtement 2025? Notre hypothèse centrale depuis plusieurs mois, maintenant, c'est 25% pour l'écrêtement en fin d'année, là, enfin, bientôt pour 2025. La Creux a confirmé un 25,32, si je dis pas de bêtises, comme hypothèse centrale de son côté, hein. Et la Creux la Commission de régulation de l'énergie bénéficiant de beaucoup plus d'informations que nous sur l'ouverture du marché et les parts de marché des différents fournisseurs. Donc elle estime 25,32% dans le cadre des TRV. Voilà. Donc je pense qu'on est pas trop mal en disant 25%, ça devrait aller dans ces eaux-là. Alors, oui, alors l'évolution de la consommation et à prévoir dans le transport les centres de data. Vous avez vu qu'on n'a pas fait de scénario sur la consommation d'électricité et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que globalement, tous les scénarios se plantent de manière assez forte sur la consommation électrique, hein, que ce soit les futures énergies. Même RTE lui-même se plante sur la consommation, les hypothèses de consommation électrique. On voyait déjà, normalement, la réindustrialisation aurait dû déjà avoir commencé. Et ça, c'est partout en Europe, hein, que ça aurait dû augmenter. Donc on ne voit pas encore ça se matérialiser. C'est-à-dire qu'il y a une baisse fondamentale des usages de l'électricité, ou en tout cas de la sobriété, de l'efficacité qui a lieu partout en Europe et qui pour le moment compense largement la hausse qu'il pourrait y avoir sur d'autres secteurs.
Donc on espère évidemment que cette dynamique va s'inverser parce qu'effectivement, plus on consomme d'électricité, moins on consomme d'autres choses, et donc c'est bon pour l'économie et le climat, surtout en France. C'est aussi Euh, parce que les crises ou les ralentissements économiques sont impossibles à prévoir que RTE, mais tout le monde se trompe parce qu'on peut pas prévoir à 2 ans à l'avance, par exemple, que il y aura un fort ralentissement économique, des taux élevés, et donc un contexte plutôt morose sur la consommation. C'est vrai que ça, c'est dans tous les scénarios, c'est imprévisible. Mais ce qu'on peut dire, au fait, c'est qu'à court terme, il devrait plutôt avoir une consommation plutôt faible l'année prochaine, en tout cas qui reste stable, mais qui éventuellement devrait repartir à la hausse, effectivement, avec tout ce qui est data center, transport, comme disait Nicolas. Mais c'est toujours dur de savoir quand le décollage aura vraiment lieu. Mais il aura lieu, en tout cas. Enfin, je pense que la consommation électrique, elle va quand même avoir tendance à augmenter à mesure qu'on reporte des usages du fossile vers l'électrique. Sur le rythme d'installation des capacités renouvelables en Europe et le fameux x2 qu'on a mentionné tout à l'heure en 7 ans, est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est conforme au rythme qu'on observe ces dernières années. Et par ailleurs, le rythme d'installation de nouvelles capacités, il dépasse celui qui était attendu pour ces mêmes années. Donc, je pense que la cible, elle est atteignable, même si pour le moment, elle est encore, on est légèrement en dessous d'après l'étude qu'a montré Edouard. Euh, Qu'en est-il de la réforme sur les prix baseload et peak load? Alors, il y a deux choses, hein, la question porte sur le baseload, donc c'est un ruban de puissance continue pendant toute l'année. Le peak load qui ne représente que les heures pleines, donc c'est les heures de journée ouvrées, hein, donc de 8 h à 20 h, du lundi au samedi. Euh, donc ça, c'est des produits de marché standard. Il y a deux choses. Il y a sur les marchés, on observe déjà certains mois, à certains moments, une inversion entre le prix du peak load et le prix du base load. Mais c'est vraiment un équilibre entre l'offre et la demande qui est exprimé à travers le marché. C'est pas une réforme en tant que telle, hein, c'est vraiment l'équilibre offre-demande qui donne ça. Maintenant, si vous, peut-être que la question en fait était liée aux discussions actuelles sur le découpage des heures pleines et des heures creuses dans les tarifs de fourniture, et notamment du découpage TURP associé à ces trucs-là. Et donc la Commission de régulation de l'énergie fait une consultation publique qu'elle a lancée aujourd'hui, je crois même ce matin, sur les futurs tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, avec des heures creuses qui seraient rajoutées en milieu de journée. Mais j'ai pas eu le temps de la lire encore, cette consultation, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Il y a bien une réforme qui est envisagée là-dessus. Le gouvernement annonce des hausses de taxes sur l'électricité, donc ça, effectivement, Monsieur Preté, l'assise sur l'électricité, ex-TICFE, qui va revenir à son niveau d'avant-crise. Le niveau d'avant-crise étant 32 € du mégawattheure, qui va revenir à minima à ce niveau-là. Maintenant, ce que le gouvernement prévoit, c'est de pouvoir potentiellement l'augmenter jusqu'à près de 50 € du mégawattheure, selon ce que donneront le résultat du calcul théorique des tarifs réglementés de vente d'électricité. Donc le gouvernement se laisse la possibilité d'augmenter bien plus que ce qu'il était que le tarif d'avant-crise. Et ça, évidemment, bah, tous ceux qui n'en bénéficient pas d'un taux réduit ou d'une exonération subiront cette hausse de plein fouet. Euh, Malheureusement, je pense que c'est une décision qui est très déplorable pour pas mal d'objectifs qu'on poursuit à moyen terme en France, hein, Mm. que ce soit la réindustrialisation, la décarbonation, Un prix compétitif également un prix pour tous. compétitif par rapport aux autres pays. Enfin, Mm. c'est un peu contraire à tous les enjeux qu'on peut poursuivre à moyen terme, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi il y avait un pic de prix sur le septembre-octobre 2025 pour le coup en France? C'est une bonne question. Je pense que c'est lié au moment où on a extrait cette courbe de prix. C'est peut-être pas forcément le cas tout le temps. Il devait y avoir certainement ce jour-là euh, un marché assez peu liquide et donc du coup une courbe de prix qui se décorrèle un petit peu d'une sorte de forme un peu plus standard. Mais je pense que c'est un épiphénomène, c'est pas lié à quelque chose de très fondamental. Pression à venir, Monsieur Baril, pression à venir des gouvernements pour trouver un prix de l'énergie compétitif pour les entreprises européennes. En fait, les prix compétitifs, ça se décrète pas. Il n'y a aucune réforme qui permette de décréter. Et pour qu'il y ait des prix compétitifs, il faut que vous ayez un coût de production qui soit compétitif.
et une production qui est suffisante pour couvrir au moins la demande, voire avoir un léger surplus. Donc on voit qu'on est un peu dans cette phase-là en ce moment, et donc on retrouve des prix compétitifs. Malheureusement, on fait face, et donc en fait en termes de compétitivité à la maille européenne, on n'est pas trop mal placé, la France, mais par contre par rapport à d'autres pays comme en Asie ou aux US, les US bénéficient d'un prix du gaz de l'ordre de 10 euros du mégawattheure, si je le traduis dans nos unités, c'est imbattable pour, que ce soit pour des consommateurs de gaz naturel, mais aussi pour produire de l'électricité. On arrive à des niveaux qui sont bien inférieurs au niveau de marché en France, en Europe. Donc ça va être compliqué. Quel sera l'effet de la modification de l'AREN fin 25 sur les prix de l'électricité? Je pense que l'AREN, c'est un mode de commercialisation, mais c'est indépendant de l'équilibre entre l'offre et la demande. À mon sens, l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est le facteur numéro un de l'évolution des prix. Euh, donc l'arène, voilà, l'arène, c'est indépendant, qu'il y ait de l'arène ou pas, c'est indépendant du niveau de production nucléaire. Donc que le nucléaire soit vendu à 42 euros en dehors du marché directement aux fournisseurs alternatifs et aux clients en question, ou qu'il soit mis sur le marché, finalement, c'est la même quantité qui serait rajoutée en offre et en demande sur le marché. Le fait qu'il n'y ait plus d'arène, donc je pense que ça a assez peu d'impact. Ce qui est vraiment le sujet, c'est regarder la disponibilité des centrales sur les années à venir. Quelle perspective sur les prix des garanties d'origine? Alors, je suis pas un expert des prix des garanties d'origine. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le surplus de garanties d'origine va s'accroître dans les années à venir, étant donné les capacités qu'on installe. C'est par ailleurs d'autres acteurs qui sont qui suivent mieux ces marchés-là qui le disent que moi. Globalement, vous avez de plus en plus de garanties d'origine qui se retrouvent pas annulées. Le surplus de garantie d'origine par rapport à la demande est de plus en plus gros. Donc, potentiellement, la valeur à en espérer est de plus en plus faible. D'ailleurs, elles sont revenues à des niveaux très compétitifs, en dessous de 2 euros du mégawattheure. Selon ce qu'on cherche, on peut trouver des prix très, très bas. Le spread Europe-USA, l'explosion des besoins liés aux data centers, on en a un petit peu parlé. Donc on voit effectivement que les data centers consomment de plus en plus, mais ça ne se traduit pas encore dans la courbe globale des prix. Le spread Europe-USA, on en a un petit peu parlé. Je lis un commentaire sur le fait que le niveau technique était peut-être trop élevé. Alors peut-être que pour certaines personnes, oui, qui n'ont pas l'habitude d'avoir ces discussions, on essaye quand même de le présenter, enfin, pour tout le monde, dans le sens où on sait qu'il y a des gens qui sont assez aussi connaisseurs qui participent, et il y a des novices, donc c'est assez dur aussi de trouver le juste milieu. Même si là, il y a quand même des exercices d'équilibre des fondamentaux et de projection sur les prix, donc forcément, il y a des notions peut-être un peu complexes qu'on essaye de vulgariser. En tout cas, on essaiera de faire un effort donc en ce sens pour le prochain. Tout à fait, bien Ouais. noté comme remarque. Ouais. Il y a une question, impact CO2 par kilogramme ou kilowattheure selon origine. Alors, vous voulez dire selon origine de l'électricité produite, j'imagine? Je sais pas trop si c'est ça la question. Peut-être De GNL aussi? Patrick Baril. Ah oui, après, le GNL, il y a une étude qui est sortie, le GNL aurait un impact carbone à peu près équivalent à celui du charbon, si on suit toutes les étapes de l'extraction jusqu'à la regazéification et la consommation. Donc, très polluant pour ce qui est du GNL, beaucoup, enfin plus que, en tout cas, ce que les entreprises qui l'exploitent l'annoncent. Après, pour ce qui est des sources d'énergie renouvelable, bon, le nucléaire, bien sûr, est très peu émissif en termes de CO2 par kilowattheure produit. Et ensuite, on retrouve en général l'éolien, le solaire. Bon, je sais pas si c'était exactement ça votre question. J'ai pas forcément les chiffres en tête. Je crois que le nucléaire, c'est 20 ou 30 grammes de CO2 par kilowattheure produit, non? Quelque chose comme ça. Et le solaire, peut-être 50, 70, et l'éolien, à peu près pareil. Après, vous pouvez regarder sur l'ADEME, sur leur site. Normalement, ils le référencent, enfin, ils le répertorient, si vous voulez les chiffres exacts. Alors, question de Monsieur Saguet, pensez-vous qu'il y aura une réforme du marché de l'électricité, du calcul du merit order? Alors, le calcul du merit order, non. Le merit order, c'est finalement, ça retraduit,
on essaye à travers ce terme-là, d'expliquer comment marche un marché de commodités assez classique, hein. C'est-à-dire que c'est comme le pétrole obéit à ce même type par exemple, de mécanisme, hein. C'est-à-dire qu'en fonction du prix, enfin de la demande et de la courbe d'offre, eh ben, vous avez un prix qui, effectivement, si jamais la demande est très faible, le prix va être très faible, parce que il y aura que les producteurs à très bas coût qui seront compétitifs et qui formeront le prix. Donc c'est un peu la même chose dans l'électricité, sauf qu'on voit ça à la maille horaire et pas simplement à la maille mensuelle. Donc et ce mécanisme-là fonctionne très bien. Il y a la littérature économique assez dense là-dessus, hein, pour expliquer que c'est la meilleure manière de former un prix sur l'électricité. Et c'est ce qui maximise le bénéfice commun, hein, donc la bonne allocation des ressources au bon moment. Donc à la fin, c'est ce qui, voilà. Après, des fois, selon où on se trouve en termes de production de pays, on est plus ou moins gagnant ou perdant, hein, mais globalement, à la maille des marchés interconnectés, c'est ce qui maximise le bénéfice commun. Le coût du nucléaire à 70 euros le mégawattheure. Est-ce que le marché sera autour de ça? Bah, c'est une bonne question. Je pense que cette question, il faudrait Mm. la poser à EDF. EDF indique effectivement que le coût du nucléaire est 70 euros du mégawattheure. Pourtant, on voit bien que les échéances assez lointaines s'échangent aujourd'hui enfin plus lointaines, s'échangent à 60. Donc finalement, quel est le vrai coût? Ok, un acteur comme EDF a une capacité très importante et serait en mesure éventuellement de pour avoir des actions sur les prix, mais je pense qu'ils sont très surveillés là-dessus, donc ils n'ont pas intérêt à le faire. Euh, donc potentiellement, il se peut que EDF se retrouve forcé de vendre à perte plutôt que pas vendre du tout, quoi. Encore une fois, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande, hein. Si la demande reprend fortement et que le nucléaire historique n'est plus suffisant pour couvrir une majorité du temps cette demande, ben, vous allez avoir des prix qui vont décoller bien plus haut, mais on n'y est pas encore. Pensez-vous que les taux réduits de CSPE seront maintenus? C'est question de monsieur Roumier. Bah, pour le moment, a priori, je ne crois pas avoir vu dans le projet de loi de finances une remise en cause de ces taux réduits. Donc, sauf information, j'imagine que par défaut, ils sont maintenus. Il n'y avait pas Maintenant, une il question y sur a. la restriction de ce qui est un électro-intensif? Il n'y avait pas quelque Si, chose si, si, à ça ce sujet? c'était la Cour des comptes, je crois, qui faisait cette préconisation-là de dire que finalement vous aviez certains, certains acteurs qui bénéficiaient de taux réduits qui devraient peut-être pas en bénéficier, ou en tout cas pas pour l'intégralité de leur consommation. Bon, s'il y a une réforme plus globale à avoir sur la fiscalité des énergies, on voit bien que là, on atteint les limites de cet exercice-là. C'est-à-dire que quand vous avez le prix de l'électricité qui est 2 fois plus taxé que le gaz naturel, alors que le contenu carbone est 10 fois moindre, il y a quand même un sujet sur la vision à long terme qu'on peut avoir, ou à moyen terme qu'on peut avoir là-dessus. Euh, Pour les consommations 26 à 28, quand préconisez-vous de passer les contrats d'approvisionnement? Alors, bah, à partir du moment où vous savez que vous allez consommer, normalement, j'ai envie de vous dire que vous devriez prendre position. C'est-à-dire que les marchés, les commodités ne sont pas des marchés sur lesquels on va chercher à spéculer. Finalement, si vous savez que vous allez consommer, mais que vous attendez aujourd'hui pour prendre position, c'est que vous en espérez un gain. Et donc, vous êtes dans une position de spéculateur, entre guillemets. Donc, c'est pas une gestion de risque en bon père de famille, si on veut. Encore une fois, je l'ai dit, et puis je l'ai dit tout à l'heure aussi, le potentiel de baisse sur les marchés, il existe, hein, mais il est relativement faible, hein. On parle de quelques pourcents, alors que le risque à la hausse, si jamais une crise réapparaît, il est beaucoup plus important. Donc, c'est pas forcément euh, voilà, avoir une bonne politique de risque, d'attendre, ou en tout cas, moi, j'incite, si vous avez aujourd'hui une vision sur vos consommations en 2028 et la capacité de pouvoir prendre des engagements à ces horizons-là, c'est-à-dire que vous avez une notation suffisamment bonne pour que des fournisseurs vous offrent, dans ces cas-là, je ne vois pas de raison de ne pas couvrir une partie dès aujourd'hui. Surtout que les prix sont, encore une fois, bah, meilleurs à horizon 2028 que ce qu'ils sont pour 2025. Merci pour les retours. Toujours agréable. Euh, Vous recevrez tout ça par mail, effectivement, un lien vers l'enregistrement, ainsi que la présentation pour pouvoir tout relire. Je sais pas s'il y avait
d'autres questions? Je suis en train de défiler. J'ai Bon, l'impression voilà, qu'on il a me reste à tout conclure. Du couvert, coup, ouais. Mm. on a tout couvert a priori. Donc, on espère que ça vous a plu, j'ai l'impression. Donc, on est très content de tout ça. On espère que vous avez trouvé des clés de compréhension des équilibres en présence sur les marchés. Et donc, reste à vous remercier tous de votre écoute et de toutes vos questions. Grand Merci. merci aussi à toi, Edouard, pour ta grande contribution à cette présentation et tes explications. Ainsi Merci, qu'à toutes Nicolas. les équipes qui ont permis de rendre ce webinaire possible, hein. Derrière, il y a un peu de monde qui travaille là-dessus. Et j'en profite pour vous dire, effectivement, donc on a déjà des premiers retours là dans le cadre de la discussion, mais n'hésitez pas, tous vos retours, feedback sur le contenu ou pour améliorer le format, c'est toujours très important pour nous. Et également, si vous avez des idées pour des prochaines éditions, on est friand de tout ça. Et voilà, je vous invite à cliquer. Normalement, vous avez peut-être reçu un lien pour justement donner votre avis de manière un peu plus formelle, automatisée, entre guillemets, ce qui sera bon pour nous. Et puis, encore une fois, je vous le dis, vous recevrez effectivement un lien par mail avec le replay et la présentation. Et vu qu'on parlait de l'hiver, on vous souhaite à tous un bon hiver. Et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tout le monde.